Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Serge Bobson. C'est encore un plaisir de vous avoir ici sur notre page après quelques semaines de trêve. Alors, de trêve sur la partie des lives, mais toujours présent dans le cœur pour suivre l'actualité et regarder le développement de ce qui se passe sur la toile, mais aussi sur le fond des dossiers. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'affaire Martinez-Zogo. Nous allons aborder et évoquer les rebondissements de cette affaire dans quelques instants. Mais avant ça, permettez-moi de vous saluer. Alors, tous ceux qui sont là, merci d'arriver déjà aussi nombreux. Merci de commencer à faire des partages. Je vais en profiter déjà pour saluer Louise. Merci et toi pour tes salutations. Je vous invite également à m'envoyer quelques salutations puisque je puisse vous les rendre bien chaleureusement. Alors, je voudrais, pendant que vous intégrez le direct, si vous avez des questions sur l'affaire Martinez-Zogo, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions. Si vous avez des points d'ombre, si vous avez des interrogations, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, des choses qui sont difficiles à comprendre pour vous, mais peut-être aussi même pour moi, nous allons les poser sur la toile et nous allons pouvoir en parler. Alors, pourquoi l'affaire Martinez-Zogo continue à revenir? Pourquoi l'affaire Martinez-Zogo continue à rebondir? C'est parce qu'il y a effectivement toujours des rebondissements, il y a des luttes, il y a des combats. Des combats entre quatre parties. Une partie qui est le peuple camerounais qui clame, qui recherche la vérité. Une partie qui est celle du ministère public qui poursuit ceux qui sont accusés d'avoir commis ce crime atroce. Il y a donc les deux parties défenderesses, à savoir celle de celui qui se reconnaît comme étant l'exécutant et de ceux qui sont reconnus comme étant les complices en quelque sorte et commanditaires. Qui sont reconnus comme étant... Oui, pourquoi je dis comme... pourquoi je dis que reconnu comme commanditaire? C'est parce que je voudrais... bonsoir Joséphine, merci beaucoup pour tes partages, merci infiniment et merci de continuer à me saluer chaleureusement. Je ne vais pas perdre le fil, je commence par les partages et compte sur vous. Alors, vous avez remarqué que pour cette nouvelle année, je commence avec un nouveau look. Alors, j'espère que ça me va bien. Avec mes 25 ans, il y en a qui vont m'en donner 26 hein, avec ça. Bon, bref. Alors, pour revenir sur notre sujet, je parlais donc des quatre camps qui se battent aujourd'hui. Et les quatre camps, la question qu'on voudrait se poser, est-ce que les quatre camps ont la même vision? Est-ce que les quatre camps ont la même vision de la vérité? Et quelle est la façon que chacune des parties, chacun des camps aborde cette affaire et recherche la vérité? Parmi les quatre parties que j'ai évoquées tout à l'heure, j'ai mis l'opinion publique camerounaise, ou le peuple camerounais, mais je n'ai pas voulu le scinder. Je n'ai pas voulu le scinder, mais il est évident que lorsqu'on se plonge au fin fond du Cameroun, lorsqu'on discute avec les Camerounais, en dehors de ce qui, et c'est un échantillon que nous avons sur la toile, on constate que dans cette affaire, les Camerounais sont divisés. Dans cette affaire, les Camerounais sont divisés. Alors, qu'est-ce qui divise les Camerounais? C'est par là que nous allons rentrer. Ce qui divise les Camerounais, pendant que vous partagez, j'aimerais que nous soyons au minimum une cinquantaine pour que nous soyons au moins à 300 partages. Donc, je vais vous inviter à prendre quelques minutes de partage. Et si vous voulez intervenir, même dès maintenant, n'hésitez pas. Parce que c'est une affaire, je ne sais plus exactement sur quel angle je vais l'aborder. Parce que parfois, pour moi, c'est tellement clair. Parfois, pour moi, c'est tellement évident qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Parfois, c'est tellement évident qu'il y a des grandes questions qui restent sans réponse que j'ai l'impression que c'est donc évident pour tout le monde. Donc, je peux ne plus revenir sur les aspects qui pourraient vous interpeller. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à me revenir si vous avez des doutes ou si vous avez tout simplement envie de réentendre
l'histoire, de réentendre les faits dans cette histoire. Alors, merci Nicole Dissot, merci Marius, Marie d'être là. Merci petite sœur. Merci Madame Adèle, merci Jacqueline, merci Joséphine, merci à vous d'être là aussi. Je n'ai pas mes lunettes, donc je vais pouvoir vous saluer à partir d'un autre téléphone bientôt. Alors, comme je disais, c'est une affaire qui a tellement de rebondissements, tellement Voilà, c'est une affaire qui a tellement de rebondissements, tellement de pans que parfois il est difficile, sauf au risque de se répéter, de revenir sur les événements. Alors, je vous parlais de la division des Camerounais. Les Camerounais sont divisés du fait que cette histoire, comme pour la majorité d'entre nous, cette histoire n'apporte pas des réponses. Cette histoire n'apporte pas des réponses aux questions qui sont posées. Alors, quelles sont les questions qui sont posées? Les questions qui sont posées dans un premier temps, c'est pourquoi, dans cette affaire, pourquoi Martinez Zogo a été tué? Parce qu'il y a au moins deux versions. Ou du moins, appelons ça deux hypothèses. Une hypothèse qui voudrait que il aurait énervé certaines personnes parmi les accusés qui auraient décidé d'en découdre avec lui. Il y a l'autre version qui sous-tend que c'est ceux qui lui donnaient des éléments pour s'en prendre à cette personne-là ou à ces personnes-là, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, à ces personnes-là. Ce sont elles qui ont donné tellement d'informations, certaines qui requéraient un niveau d'accréditation, un niveau d'information important, qui a attiré l'attention des services de sécurité camerounais qui, demandant donc à l'entendre sur la source de ces informations, auraient décidé d'en découdre avec lui. Ne me demandez pas laquelle je privilégie, je ne suis pas enquêteur. Je pose les faits et je les soumets à notre analyse commune. Vous pouvez donc être d'accord avec moi ou pas. Mais vous avez déjà certainement dans cette affaire, vous avez certainement déjà votre avis. Parce qu'on ne peut pas suivre l'affaire Martinez-Zogo depuis le début et ne pas avoir son avis dedans. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que, suivant l'affaire Martinez-Zogo depuis le début, que vous n'ayez pas un avis, que vous n'ayez pas une idée. Je dis même une idée arrêtée. Je dis bien une idée arrêtée. Et bien sûr, dans cette idée arrêtée, il y en a qui, comme moi, continuent à se poser des questions pour soit se conforter dans leur position ou soit revoir sa position. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas bonnet blanc ou blanc bonnet. Ce n'est pas ni blanc ni noir. Ce n'est pas ni bleu ni rouge. Ce n'est pas ni vert ni jaune. Ce n'est pas ni rouge ni blanc. Non. Il y a une nuance, il y a du gris quelque part. Il y a un mélange de ces deux versions-là qui donc se confortent. Et je voudrais m'interroger. Je voudrais m'interroger sur la rapidité, la vitesse avec laquelle les prévenus, ou si vous voulez les accusés, ont été arrêtés pour les premiers. Parce que pendant que les premiers sont arrêtés, aujourd'hui je peux m'épargner les noms, pendant que les premiers sont arrêtés, Danwe et compagnie, les exécutants présumés, parce que même un aveu n'est pas un preuve de culpabilité. Je dis que même un aveu doit être confronté aux éléments de preuve. Ça veut dire que je me lève là, je dis, c'est moi qui ai volé le chapeau de monsieur X. Ce n'est pas une preuve tant que ce n'est pas corroboré par des éléments, témoins, preuves matérielles. Donc, on va continuer à parler au conditionnel. On va continuer à les considérer comme étant présumés innocents, d'ailleurs comme le veut la loi. Alors,
Quelques jours après l'assassinat de Martinez Zogo, ceux qui se réclament, qui avouent avoir été des exécutants, sont arrêtés. Dénoncés par d'autres qui auraient été des acteurs dans l'affaire. Avant leur arrestation, le nom de monsieur Amogo Belinga et je ne vais pas citer ceux qui ne sont pas arrêtés, et certains hauts responsables du ministère de la Justice, certains hauts responsables à la présidence de la République sont cités dans l'affaire lorsque l'affaire sort sur les réseaux sociaux. Parmi tous les noms qui sont cités, laissons-les de côté et revenons donc sur la méthodologie, sur le modus operandi qui aurait été utilisé pour l'assassinat de Martinez Zogo. Arrêtons-nous là-dessus. Lorsque les activistes en parlent, un en particulier, l'homme Mimbon, lorsqu'il en parle, ça fait suite à certains qui ont commencé à, d'aucuns, déclarer son enlèvement, déclarer son décès. On commence donc à s'interroger. Et il y en a qui nous sortent une version qui aujourd'hui correspond à la version qui est répandue sur les réseaux sociaux. Je dis répandue sur les réseaux sociaux. Enlèvement, torture, enlèvement, séquestration, torture, assassinat. Avant même que le crime, le corps de Martinez Zogo ne soit retrouvé, certaines personnes, journalistes, certaines personnes proches du dossier ont annoncé la mort de Martinez Zogo à l'heure près, c'est-à-dire informé à peine 2-3 heures après le décès présumé de Martinez Zogo. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il y a quelques jours, est-ce qu'on est sûr que c'est le corps de Martinez Zogo? Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on est sûr que c'est le corps de Martinez Zogo? J'ai voulu me précipiter dans la réponse. Et je me suis dit non. C'est une interrogation que certaines personnes peuvent se poser légitimement. Lorsque les avocats de certains accusés disent qu'ils n'ont même pas le rapport d'autopsie, disent qu'ils n'ont pas les chefs d'accusation, ça soulève une question. Mais c'était une parenthèse. Alors, certaines personnes qui aujourd'hui ont effacé ces éléments de leur part, mais ne savent pas que c'est enregistré depuis longtemps, ont annoncé qu'est-ce qui allait se passer avant même que le cas, qu'est-ce qui allait se passer. Ça s'est passé comme prévu. Qu'est-ce qui allait arriver? Ça allait aboutir à la mort. La mort est arrivée. Et ils ont décrit les circonstances qui sont celles qui aujourd'hui font place. Ou alors plutôt, plutôt les éléments qui ont la place de choix. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans certaines théories ou certaines fuites dans cette affaire. Et la question que beaucoup se sont donc posées, avant donc que le crime ne soit commis, avant même que l'enlèvement ne soit commis, certaines personnes avaient déjà désigné un coupable. Et je me rappelle, le journal La Voix de la Diaspora avait déjà désigné Amogo Belinga coupable, un coupable idéal. Oui. Après l'enlèvement, donc, toutes les théories, toutes les presses, du moins les presses d'une certaine obédience que vous connaissez, ont tous suivi cette piste-là, à raison. Parce que, vous savez, à l'absence d'éléments contraires, on se contente de ce qu'on a. Surtout quand on veut faire un travail facile. Surtout quand on veut être le premier à imprimer son journal. Bah, écoutez, on se fie à la première version qui apparaît. Oui, la première version qui apparaît. Et il s'avère donc, au vu de ce qui circule encore sur les réseaux sociaux, bah, que ça semble être les éléments retenus contre les prévenus. De quoi donc susciter la curiosité de ceux qui veulent être curieux, de ceux qui veulent comprendre, de ceux qui veulent savoir, de ceux qui veulent prêter l'oreille. Comment a-t-il su?
Comment a-t-il su? Ce n'est pas comme s'il est dans la confidence des prévenus. Ce n'est pas comme s'il est dans une certaine amitié ou même dans une certaine relation amicale, même par personne interposée avec les prévenus. Ou du moins, la star des prévenus. Non. Loin de là. Comment a-t-il su? Ils ont même désigné les lieux du crime qui se sont avérés donc erronés. Parce que si on revient maintenant, on va donc questionner tous les autres éléments. D'où l'importance d'avoir donc le certificat de décès qui détermine le genre de mort, avec accompagné bien sûr de l'autopsie et de tous les sévices qu'il aurait pu subir, que le corps aurait pu subir, pour confronter donc ceux qui sont accusés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une personne, ou du moins, c'est ce qu'il ressort, qu'il y a une personne qui aurait avoué avoir été un acteur. Avoir été un acteur. Et je m'amuse souvent à voir les communications des avocats des deux parties. Je m'amuse souvent à écouter les avocats des deux parties. En fait, on devrait avoir, dans un procès normal, vous me direz si je me trompe, dans un procès normal, on devrait avoir la communication du ministère public, c'est-à-dire de l'accusateur, de l'État, le commissaire du gouvernement, comme on l'appelle, aujourd'hui le juge d'instruction, aujourd'hui les juges qui sont saisis de l'affaire. On devrait avoir leur communication et avoir deux communications, celle de la défense de M. Amougou Belinga et même M. Amougou Belinga, ensuite de M. Eko Eko, la défense de M. Eko Eko, et ensuite on devait avoir la défense, la communication de la défense de M. Daou. En réalité, on devait avoir ces trois communications-là. Et même plus, si chacun des autres prévenus, puisqu'ils ne sont pas dans un dossier commun, ont chacun leurs avocats. Mais vous allez observer une chose, et ce, depuis le début, depuis que certaines personnes ont été arrêtées. Nous avons deux communicants. Nous avons la communication des avocats de M. Amougou Belinga, et nous avons les communicants des avocats de M. Danoué. Et on a l'impression que les avocats de M. Danoué sont en contre-attaque des communications menées par l'équipe Amougou Belinga. C'est à croire que ceux qui sont à charge sont les avocats de M. Danoué. Et ça m'a insufflé une réflexion, qui est celle que nous disons depuis le début. Parce que souvenez-vous, lorsque cette affaire a commencé, avant même l'arrestation de M. Amougou Belinga, nous étions les premiers à questionner cette affaire. Lorsque M. Amougou Belinga a été arrêté, nous avons encore été les premiers à questionner cette affaire. Lorsque M. Bruno Bidian a été arrêté, nous avons été les premiers à questionner cette affaire. Ils ont été arrêtés. Et lorsque la confirmation de l'arrestation de M. Bruno Bidian a été, nous avons été les premiers à poser la question. Je me souviens, c'était le 7 février. Nous avons posé la question, mais pourquoi on arrêtait celui-là? Pourquoi on arrêtait celui-là? Et nous avons eu raison de poser cette question. Nous avons eu raison d'être les premiers à demander sa libération pendant que tous les journalistes étaient silencieux. Et c'est ce silence que je reproche et ce manque de pertinence que je reproche aux journalistes dans le traitement de l'affaire Martinez Zogo, Amougou Belinga Eko Eko. Et pour revenir à ce que je disais donc, l'impression que nous avons, on a l'impression que c'est une lutte entre deux camps des accusés. J'ai l'impression, du moins je ne suis pas avocat, peut-être s'il y a un avocat qui peut intervenir ici, vraiment je serais très heureux. Je serais très heureux d'avoir aussi un avocat. Parce que vous devez savoir une chose. C'est-à-dire, à partir des connaissances modestes que j'ai en moi, je voudrais dire que moi, si je dois défendre un client, un ami, si je dois défendre un ami qui est accusé d'un fait grave, d'accord, et que à côté de lui, il y a un co-accusé qui peut aggraver sa peine, un co-accusé qui peut aggraver sa peine, mais j'aurais tendance à éliminer ce co-accusé
Parce que l'association en lui-même est un chef d'accusation lourd. L'association, ça veut dire que quand vous vous mettez ensemble, un peu Calvin et moi, on se met là, on complote dans le but de faire du mal à quelqu'un. C'est déjà un délit. Donc, si quelqu'un m'accuse d'avoir été avec Calvin pendant que je pense à aller faire du mal à quelqu'un, j'ai tendance à dire que non, Calvin n'était pas là. J'ai pensé tout seul. Parce que si je pense avec Calvin, j'ai d'abord le motif d'association dans le but de commettre un crime et ensuite je suis poursuivi pour le crime que je reconnais avoir commis. Donc j'ai tout intérêt à ce que au moins ce chef d'accusation-là n'existe pas. Mais j'ai l'impression que dans le cas de l'affaire Amougou Belinga, et c'est ce que nous décrivons depuis le début, l'accusateur est heureux, fier, et ses avocats sont dans la même dynamique d'être heureux d'avoir un commanditaire. Parce que si je dis que quelqu'un m'a énervé, je suis allé, ou bien il énervait quelqu'un qui est proche, je suis allé et je lui ai fait du mal. Au moins, il n'y a pas une préméditation, il n'y a pas une concertation, il n'y a pas un commandite. Donc, c'est qui est écarté. Suivez mon regard. Mais dans l'affaire, quand vous suivez cette affaire, on a l'impression que chez Danoué ont intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit un commanditaire. Ce qui, dans le cas d'espèce, n'annule pas sa peine, ne diminue pas sa peine au Cameroun, parce que dans d'autres pays, il peut y avoir des ententes. On négocie, qui charge tel, toi, on te décharge. Mais au Cameroun, ça n'existe pas. Puisque tu reconnais être l'acteur qui a organisé l'enlèvement, l'acteur qui a administré des sévices, même si tu t'arrêtes là, ben, si tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé de le faire, ça n'est pas. Et au contraire, ça ajoute une autre charge. Merci Calvin de nous rejoindre ici aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, si vous avez des questions. Oui, Calvin qui vient de nous rejoindre, je vous prie de continuer à partager le maximum. Et puis à 20h, il y a notre sœur Coco Lago qui sera en direct et qui a un invité que je vais vous inviter à aller suivre, qui a quand même une certaine pertinence et qui suit cette affaire depuis longtemps. Je vous invite à vous connecter massivement sur la page Coco Lago lorsqu'il sera 20h. Nous aurons terminé. Bonjour Serge, Calvin. Bonjour à toi, bonjour à tous les téléauditeurs. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de te retrouver encore en live. Hein. Ça faisait un moment qu'on a sevré nos internautes, nos followers. Mais il faut partager, ça nous encourage. Partager massivement, parce que nous ne voulons pas que ce soit trop long. Partager massivement pour que nous puissions également faire porter notre voix, pour que notre voix soit entendue. Merci. Donc, une fois de plus, on va aborder ce sujet-là parce que ce sujet il est très intéressant. Il faudrait qu'on comprenne que ce sujet n'est pas que le sujet. Ce n'est pas une affaire que d'un homme ou alors d'un groupe de personnes, d'individus qu'on défend. On défend la loi, on défend la présomption d'innocence. Il faudrait que les Camerounais comprennent que si on laisse passer cette affaire, nous allons tous être victimes demain ou après-demain. Ce qu'on a introduit dans notre justice, mon cher Bob, c'est ce que j'appelle la justice populaire. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir un problème avec toi aujourd'hui, il arrive avec toi en plein de côté, il crie au voleur, au voleur, au voleur. Les gens, sans se demander qu'est-ce qui se passe, on commence à te frapper. Les gens viennent, ils te tabassent, ils te tapent, ils te tuent. Et c'est ce qu'on est en train d'injecter tout doucement dans notre justice. Et le plus grave, c'est que c'est fait par des hommes de pouvoir, par des personnes en fait, ces personnes-là qui portent, je vais dire... Qui sont censées garantir une justice équitable. Mais au contraire, ils nous mettent en insécurité. On se pose réellement des questions. Que ce soit, disons même que ce soit Amougou Belinga et Maxime Eko et tous les autres co-accusés qui ont assassiné Martinez Zogo. Mais si c'est même le cas, leur arrestation, leur procès doit se faire dans les règles de l'art. Mais ce qu'on est en train de voir là,
ce qu'on est en train de faire. C'est tout sauf les règles. On ne respecte aucune règle. On piétine les règles. Mais Calvin, je te reviens pas avec une question, mais est-ce que la nature du crime de Martinez Zogo ne peut pas justifier ces écarts? C'est-à-dire de ton... Impossible. Non, ça ne devrait même pas. Je dis aucun crime ne peut justifier ces... Vous savez, si on justifie déjà ces genres d'écarts, mais c'est très grave. C'est très grave. Parce que la loi est dure. Hein. La loi, elle est très dure. Je vous assure que si on respecte les textes de loi dans notre pays, même un élève avocat sort toutes ces personnes qui sont actuellement incarcérées, il est sorti de prison en 2-2. Même moi qui ne suis pas un homme de droit, je suis sûr qu'avec quelques petits textes, parce qu'il y a trop de vices de forme, il y a trop de vices de procédure dans cette affaire. Bon, là, nous sommes tous d'accord que dans cette affaire, la procédure n'a pas été respectée. Nous sommes tous d'accord que dans cette affaire, il y a eu des mains puissantes, les mains plus puissantes. Parce que pour que, et Calvin, ne nous trompons pas, pour qu'un directeur des renseignements d'un pays soit interpellé et en plus par un corps différent du sien, les gens ne comprennent pas. En fait, j'explique ça clairement parce que là, j'avais l'impression que c'est à toi seul que je parlais. On est en train de dire que dans un pays qui se respecte, non, ok, disons que nous sommes aux États-Unis, le directeur de la CIA est arrêté par la police. Non. Bon, recommençons. Non, recommençons. On dit que le directeur du MI6 ou du MI5 en Angleterre est arrêté par la police. C'est impensable. C'est impensable. Mais dans aucun pays au monde, le directeur des renseignements généraux, c'est-à-dire le directeur des services secrets, ne peut pas être mis à la disposition de n'importe quel corps parce qu'il détient des informations sensibles pour le pays, qu'on le veuille ou pas, que ce soit les missions qu'il a lui-même menées ou les missions de ses prédécesseurs, les Fauchibé et compagnie. Oui. Et de plus, il est arrêté, il est incarcéré où? Dans la même prison où il a, c'est-à-dire des gens qu'il a lui-même fait arrêter, des gens qui étaient dangereux pour la nation, on les met côte à côte. C'est-à-dire, on ne fait ça d'abord, même quand on arrête un policier, quand il va en prison dans sa propre ville, on devrait le séparer des gens dont il a participé à l'arrestation si son visage est connu. Mais c'est le directeur des renseignements généraux qui a mené des missions à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'on arrête n'importe comment par un service lambda, que ce soit la police ou la gendarmerie, pas par un corps spécialisé, et qu'on écroule en prison de Kondengui, qu'on laisse comme ça. Mais ce monsieur est un... Mais ce monsieur, c'est-à-dire, j'aimerais avoir le 10e de sa personnalité, le 10e de son sang-froid, le 10e, parce que dans n'importe quel autre pays africain, là, mais ce n'est pas comme ça. Parce que ce monsieur commande des unités. À qui il a dit, calmez-vous. Mais c'est la meilleure façon de faire basculer un pays dans quelque chose de compliqué. Alors, mais pourquoi on fait ça? Moi, je vais même aller plus loin. Moi, je pense que c'était ça le projet. Je pense, bon, j'ai évolué dans ma pensée. Hein. Je pense que c'était ça le projet. Le projet, c'était d'arrêter Amougou Belinga, de choquer l'opinion. Le projet, déjà, c'est de la façon dont Martinez a été assassiné. C'est-à-dire, c'est d'abord, un, choquer l'opinion. Deux, comment est-ce que je peux exprimer ça? C'est-à-dire faire peur à l'opinion publique. Oui, faire tomber un baobab. Faire tomber un baobab. Tétaniser. Non. En fait, on fait d'abord tétaniser, c'est-à-dire on tétanise d'abord la population, on terrorise la population par l'assassinat de Martinez. La façon dont il a été assassiné. C'est-à-dire, les gens sont choqués, tétanisés, ils ne savent plus. Les gars, le peuple est perdu. Ça a été réussi.
80-85% des Camerounais étaient choqués et Non, tétanisés. non, 100%. Parce qu'il n'y a pas un Camerounais qui, même malgré la personnalité de Martinez Zogo, il n'y a personne qui est resté comme ça, dire que yes, bien fait pour lui. Non, personne. C'est-à-dire, même j'ai vu même ceux qui ont, même ceux de l'ancienne basse MRC là, qui rachètent souvent les problèmes là, eux-mêmes, ils ont exploité cette misère, cette saleté qui a été imposée au peuple camerounais, mais pour orienter leur discours. Parce que personne ne peut dire merci, c'est bon. La deuxième chose, après qu'on a réussi à choquer et tétaniser le peuple, terroriser le peuple, la deuxième chose, c'était d'arrêter de donner du sang aux Camerounais. Donc, arrêter une personnalité sulfureuse, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais il fallait absolument, il fallait arrêter. C'est-à-dire, déjà, avant même de l'arrêter, on a mis une communication en place. Cette communication qui désignait d'office une personne et un service. Et éloigner tous ceux qui... Ça permettait en même temps d'éloigner autour de lui tous ceux qui pouvaient ouvrir la bouche pour dire ce n'est pas lui. C'est-à-dire tellement la nature du crime était odieux. C'est-à-dire, et la défense, les gens même qui peuvent défendre le droit, la défense du droit a complètement été inaudible. On a rendu la défense inaudible. Ensuite, quand on le fait, on dit, bon, ok, on arrête une personnalité. Au mépris de toute règle, on arrête une personnalité et c'est le but. Parce que quand on arrête, au mépris de toute règle, c'est pas grave. Les gens ont dit non, c'est pas grave. On veut un coupable. On a désigné un coupable. À la suite de ça, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait donc maintenant arrêter une personne qui peut dire moi, je ne vais pas me laisser faire. Parce que si vous connaissez le tempérament du directeur, mais Calvin, avant, pour ne pas te perdre ton idée, mais tu vas te rendre compte que M. Danoué a été arrêté des jours avant, sans publicité. Hein? Oui. Pour expliquer aux gens, il faut que les gens comprennent le schéma. En fait, Danoué est arrêté et c'est sur la base des dires de Danoué qu'on arrête Amougou. Oui, mais à partir du moment où on arrête M. Danoué, on suppose qu'il est considéré comme étant une personne d'intérêt. Donc, ça aurait dû susciter à partir de là déjà beaucoup de publicité, en principe. Parce que si on est en train d'aller arrêter la personne qui est reconnue comme étant l'acteur, donc son arrestation aurait dû faire grand bruit. Justement, mais sauf que son arrestation n'a pas fait de bruit. Mais par contre, l'arrestation de Amougou Béling a fait bruit. Mais en fait, il faut comprendre là où l'affaire devait normalement basculer. Là où l'affaire devait basculer et ça n'a pas basculé. Oui. L'affaire devait basculer. Pourquoi tu n'as pas appelé sur WhatsApp? Ah, tu as appelé des États-Unis, donc c'est moins cher. Tu as appelé de WhatsApp? Donc, ah, ok. Bon, on aura un intervenant là, mais laisse d'abord Calvin aller jusqu'au bout de sa pensée. Je ne sais pas si tu l'entends. Oui. Oui, l'affaire devait basculer. L'affaire devait basculer à l'arrestation du commissaire Maximilien Eko. En réalité, Maximilien Eko, si vous voulez, la DGRE, c'est toute une unité, c'est toute une armée. La DGRE a la capacité, pouvait contenir, c'est-à-dire il pouvait décider d'aller là-bas, entrer là-bas et sortir leur directeur. Mais ils n'ont même pas, donc ça n'a même pas besoin d'être toute une unité. Ils se mettent 10. Ils vont à 10 et les sortir de là. Ils ont cette capacité, cette force de frappe de pouvoir aller sortir leur directeur de là où il était. Donc, en fait, les gars qui ont monté ce coup se sont dit, avec l'arrestation de Maximilien Eko, nous allons basculer. Et normalement, c'est là où le plan a foiré. Parce que les gars s'attendaient à ce qu'on bascule. Les gars s'attendaient à ce que les unités de Maximilien Eko ne laissent pas faire, qu'ils partent sortir leur DG.
tu te rappelles déjà qu'on a arrêté, on a voulu arrêter, on a voulu arrêter un gros poisson de ce pays. Le BIR est allé le sortir. C'est le BIR qui allait le chercher au TCS. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est le BIR qui allait le chercher au TCS. Donc, une escorte biroise. Oui, une escorte biroise qui allait... On ne nommera pas celui-là aujourd'hui. Non, je ne peux pas... je ne peux pas nommer. Non, il dit qu'aujourd'hui, ceux qui savent. Aujourd'hui, ceux qui savent. Voilà. Donc, c'est le BIR qui allait le sortir de là, qui l'a accompagné et qui l'a sorti. C'est-à-dire, le BIR a menacé. Les gars, ils ont menacé les enquêteurs. Les gars ont menacé les enquêteurs. Donc, on s'attendait à ce que, parce que de l'autre côté, des unités étaient prêtes à une réponse. Donc, on attendait à ce que les éléments de la DGRE organisent c'est-à-dire organise une reprise, une opération. Organise une opération de sortie de leur boss. Mais Monsieur Eko a dit non, on laisse couler, C'est là où le plan a foiré. Parce que si la DGRE décidait d'aller sortir, qu'Eko donnait son aval, je peux te garantir que ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est qu'il y a eu quelque chose de grave. Alors, nous avons, Calvin, avant de se ranger, peut-être que le frère a une intervention. Et puis, vas-y, frère. Oui, merci, Robson, de me passer la parole. Ce que je vais dire là, c'est juste à appuyer vos dits en remettant en surface quelques éléments que les Camerounais qui nous écoutent là doivent attentivement faire entrer dans leur cerveau. Il faut que les Camerounais comprennent que Maxime Eko ne rencontre qu'à Paul Biya direct. C'est-à-dire que Maxime Eko ne peut même pas rendre compte à Ferdinand Ngongo qui a le pouvoir que Biya lui a transféré. Il faut que les gens comprennent bien qui on a arrêté. Maxime Eko ne peut même pas rendre, c'est-à-dire que quand il y a une situation... Il ne rend même pas compte au secrétariat d'État à la défense. Jamais. Non. Maxime Eko parle directement à Biya. Bon, l'arrestation donc de Maxime Eko, selon les nouvelles qui sont en train de fuiter de gauche à droite, qui a commandé, qui a ordonné qu'on arrête Maxime Eko, qui a donné, qui a appuyé sur le bouton arrêter. On les connaît. Est-ce qu'on a dit ça aujourd'hui, Calvin? Il faut dire, on doit dire. On connaît qui a demandé à ce que ça se fasse. Laisse finir. Juste après, tu continues. Oui, parce qu'il y a des... Parce qu'il faut qu'on... Qui a donné l'ordre qu'on arrête Maxime Eko? Et je vais vous dire que l'arrestation de Maxime Eko dedans moi intervient lorsqu'on n'a même pas encore mis sur pied la commission mixte d'enquête. Oui, tout à fait. Ce n'est pas cette commission qui l'arrête. C'est même nous, non, ce n'est pas eux qui l'arrêtent. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent bien dans quoi nous sommes embarqués. Je dis encore et je répète à l'attention de tous ceux qui nous écoutent que Maxime Eko ne rencontre pas Paul Biya direct. Maxime Eko ne peut même pas rendre compte à Ferdinand Ngongo. Non, on va dire, frère, je préfère qu'on appelle la fonction. Parce que si on dit pour nous, on a l'impression que c'est personne au président de la République, pas au secrétariat général de la présidence. C'est toujours mieux. Parce que la fonction est la chose qui nous différencie de notre personnalité. Et l'aura qu'il y a dans la fonction présidentielle, ça permet que les Camerounais comprennent bien. C'est pour dire que le directeur des renseignements, dont le patron de la CIA, dont le directeur de la DGE, ne transmet et ne donne les rapports qu'au président de la République. Très bien. Maintenant, la présidence de la République, sous forme d'institution, sachant la sensibilité des informations que Maxime Eko a dans son ventre, est-ce qu'elle devrait tolérer qu'on prenne un personnage pareil, on le garde dans une cellule à la merci de n'importe qui? Je vais même ajouter une chose, je pense que c'est Calvin qui avait relevé ça, ou nous l'avions relevé dans un direct précédent. Et on va poser la question, vraiment, avant de dire ça, je voudrais présenter mes excuses, parce que la mort d'un être humain, que ce soit un bébé,
ou un vieillard a quelque chose de fort et de marquant dans la vie de ceux qui l'ont connu et des personnes qui lui sont chères. Donc, en le disant, ce n'est en aucun cas pour minimiser la valeur de qui que ce soit, mais pour que vous compreniez quelle est la nuance que je veux faire. Et je m'adresse vraiment aux gens qui sont capables de réfléchir, aux gens intelligents. Vraiment, si vous êtes idiot, bouchez vos oreilles. Je vous donne une minute. Si vous êtes idiot, bouchez vos oreilles. Parfait. Je comprends que les idiots ont bouché leurs oreilles. Donc, je m'adresse aux intelligents. Même si vous prenez un extrait de cette vidéo après, bouchez vos oreilles avant qu'elle ne parle si vous êtes un idiot. On n'arrête pas un directeur de renseignement d'un pays parce qu'un homme est mort, un civil. Non. Parce que pour défendre la nation, si la nation est en danger, il peut tuer 500. Je répète, on a pour sauver 1 million, pour sauver 2 millions de personnes, il peut. Oui, oui. Je dis que pour sauver le peuple camerounais, il peut éliminer 500. Il peut éliminer 500 personnes qui peuvent être camerounaises, de nationalité camerounaise ou étrangère. Parce qu'il est dans les renseignements et la protection. C'est-à-dire, c'est eux qui protègent le Cameroun, les Camerounais, les institutions. C'est eux qui sont à l'affût pour savoir qu'est-ce qui est arrivé hier, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait arriver demain et quels sont les éléments qui pourraient concourir à ce que quelque chose arrive. Et si ce n'est pas quelque chose de bon pour le Cameroun, qui doit tomber? Voilà les questions qui se posent. Voilà leur métier. Collecter les informations sur des individus, sur des institutions. Qui vous dit qu'ils n'ont pas les gens à la prison? Qui vous dit qu'ils n'ont pas les gens dans tous les ministères? Qui vous dit qu'ils n'ont pas les gens à la présidence? C'est les renseignements qui doivent être partout. Donc, parce qu'un journaliste est tombé, parce qu'un homme est tombé, parce qu'un père est tombé, parce qu'un enfant est tombé, un directeur de renseignement, on ne l'arrête pas pour ça. On va le faire tomber d'abord et après, on peut regarder. Mais ça ne peut pas être ça le motif. Parce qu'il est en exercice. Son arrestation peut créer plus de dommages que la tentative de réparation du crime dont on l'a nous avons, mais Bob, nous avons vu les dommages que ça a déjà créé à Boya pendant l'ascension du Mont Cameroun. Mais il fallait une vérité. Nous avons vu. Il fallait une vérité. Moi, j'ai les images de cette ascension. La bombe a été mise à un endroit. On a pris la bombe, on a mis derrière et on a mis une pancarte devant. Et tout simplement parce que les services de la DG, on dit les gars ne travaillent plus. Ils ne sont plus. Mais la tête n'est pas là. Il y a l'organisation, mais les gens peuvent. La police ne peut pas arranger ça toute seule. Avant que la police n'arrive, la DGR a collecté les renseignements, connaît les mouvements des troupes, connaissent les têtes, les intentions des uns et des autres. Parce qu'ils ont même des gens certainement infiltrés à l'intérieur de ces brousses-là qui les donnent des informations. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, maintenant même les idiots peuvent déboucher les oreilles. Donc, un directeur des renseignements ne tombe pas pour un civil, On ne l'arrête pas pour un civil sans le déposséder de l'autorité et des attributs et de la force qu'il a. Non, on ne le fait pas. Si on l'a fait, vous comprenez donc maintenant le raisonnement que Calvin nous amène. Vous comprenez maintenant où Calvin nous amène. Ça veut dire que si on l'a fait, alors que son arrestation peut causer plus de dommages, vous comprenez que derrière cela, il y a donc une intention hostile à qui? Voilà. Au peuple camerounais au final. Donc, frère, je vais te laisser alors 2 minutes avant que Calvin ne continue son explication. Oui, merci de ton éclaircissement, Bobson. Partagez la vidéo, partagez. Il y a des gens qui s'amusent dans les commentaires à vouloir nous afficher leur dossier en public. Si ces gens-là peuvent discuter avec des arguments qui comptent sur le plateau, on va discuter. Donc moi, ce que je vais dire, c'est que je vais poser simplement 2 questions. Si l'homme de Maxime Mekos, c'est-à-dire que si le patron de la DGRE a été interpellé et que jusqu'à présent, ici, là, on ne voit aucun signal de la haute autorité du Cameroun, il faut se demander qui dirige encore le bateau Cameroun. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a un proverbe partout qui dit qu'on ne s'amuse pas avec la personne qui a vu la nudité du roi.
Écoutez encore ce que je dis. Une personne qui a vu la nudité d'un roi, on ne s'amuse pas avec cette personne. C'est cette personne-là qui peut appuyer sur le détonateur d'une bombe, qui peut finir, qui peut décimer tout le monde. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais laisser d'autres gens qu'ils interviennent. Mais je dis et je répète, est-ce que les Camerounais savent même qui on a mis en prison là? Les gens doivent venir répondre à cette question. Merci, Bobson. Oh, merci infiniment, frère, pour ta participation. C'était un plaisir. Continue à partager. Et il y en a qui disent souvent que oh, ils veulent envoyer les étoiles, mais je ne fais pas en direct. Là, je suis en direct. Envoyez vos étoiles. Nous les attendons. Alors, oui, Calvin, il y a une question qui est posée. Qui dirige le frère vient de dire quelque pendant que... le frère vient de dire. Mais je veux te dire une chose. Vous savez, lorsqu'on est un vieux renard, on ne se précipite pas sur sa proie. Parce que parfois, courir, c'est-à-dire on ne peut pas tenir la distance. On attend que la proie se rapproche. Donc, autant on ne s'amuse pas avec celui qui avait la métier du roi, autant on ne s'attaque pas au pouvoir du roi, autant le roi ne se précipite pas pour attraper sa proie. Elle attend. Elle voit, elle peut également observer les mouvements qui se font, qui ose, qui fait quoi, et à un moment donné, il va avoir donc une réponse, et la réponse, généralement, elle est appropriée. Est-ce que c'est un point de vue qui, Calvin, est-ce que à ce point de vue-là, tu veux ajouter autre chose ou bien? Bon, sur ce point de vue, tu connais ma position, mais je veux juste te dire une chose. C'est qu'à l'heure actuelle, le frère a d'abord dit une chose, c'est que, est-ce que vous connaissez même qui on a arrêté? Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Attends, il est quelle heure? Il est quelle heure là-bas? Il est quelle heure? 20h06. Oh, mais Coco devait être en direct. Ah oui, donc je pense qu'on va... On va arrêter. Ah, mais non, vérifie. Attends, je vérifie avec elle. Je vérifie avec elle si elle a commencé. Il ne faut pas non plus que... Attends. Oh, attends. On va faire... tu peux vérifier si elle est en direct. Attends, non. Laisse-moi le faire. Donc, pendant que tu vérifies, je vais juste te dire... Oui, vas-y. Celui qu'on a arrêté, c'est un homme très puissant. Mais, cela ne tient... Les gens s'attendaient à ce que ces éléments interviennent et que Yaoundé soit à feu et à sang et que ça découle à autre chose. C'est à ça que les personnes qui ont mis ce l'homme Eco, le directeur de la DGRE n'est pas un homme comme ça. C'est un homme qui a quand même assez... il a quand même plusieurs... c'est-à-dire, il est en avance sur beaucoup de choses. Par contre, il y a un problème aujourd'hui. Les personnes qui ont mis ce plan sur pied ont un problème. Vous vous rendez compte que jusque-là, à cette heure où je vous parle, il n'y a pas un nouveau directeur de la DGRE. Il n'y a pas un nouveau directeur à la DGRE. C'est tout simplement parce que qui nomme le directeur de la DGRE? C'est le président. Pourquoi le président ne nomme pas la DGRE? Il nomme les sous-préfets, il nomme les gens ces derniers temps. Mais il ne nomme pas un directeur de la DGRE. Non, il ne le nomme pas. Parce qu'il est en train d'envoyer un message clair. Le président envoie un message. Il est en train de parler. Il est toujours le patron de l'enseignement. Là où vous êtes allé, là où vous êtes allé, on va partir. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il n'intervient pas. Il ne dit rien. Mais il dit tous les personnes qu'on a arrêtées. Vous arrêtez Maxime Eko, vous arrêtez le directeur de la DGRE. Très bien. Je ne nomme personne à la DGRE. Mais ça veut dire qu'il est toujours le patron de la DGRE. Je ne nomme personne à la DGRE. Oui. Il est le patron de la DGRE. Il peut encore donner un ordre à la DGRE au moment où il est. Puisqu'il n'a pas encore été reconnu coupable. Il est présumé innocent. En réalité, il peut donner des ordres. Donc, nous sommes dans une situation où il a des fidèles à la DGRE. Et ces fidèles-là, ils n'ont même pas besoin d'être des fidèles. On ne l'a pas encore enlevé. Calvin, il n'a pas besoin qu'ils soient des fidèles. Il a encore l'autorité pour les donner des ordres. Des ordres. C'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que tant que l'autorité suprême n'a
pas encore dit que voici le nouveau directeur. La DGRE, à l'heure actuelle, va être une institution qui est, à l'heure actuelle, elle est à mal. Parce qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y a deux camps qui s'opposent. Maintenant, nous sommes dans une affaire où on est en train d'aller au bout. Comment vous expliquez que non seulement on ne nomme pas un directeur de la DGRE, ce sont des prérogatives qui reviennent exclusivement au président de la République. La deuxième chose est que, au niveau de la justice, on ne remet pas le dossier d'accusation aux avocats de la défense. C'est incroyable. C'est-à-dire, on veut amener les avocats à aller en justice devant un juge qui ne connaissent même pas le fond du dossier. C'est-à-dire, ils ne savent de quoi est-ce qu'on accuse Amougou Belinga ou Maximilien Koueko, qui que ce soit. On les accuse de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Les gars ne connaissent pas et on ne veut pas remettre le dossier. L'autopsie qu'on a demandé, est-ce que l'autopsie a été faite? Est-ce que ça n'a pas été fait? On ne sait pas. On nous a dit que ça a été fait, mais après on nous dit que non. Parce que si vous ne remettez pas le dossier, ça veut dire qu'il y a des éléments que vous nous avez déjà balancés ne sont pas vrais. L'autopsie, d'après certaines sources, d'après certaines informations, l'autopsie n'est pas du tout faite. Les ADN qui ont été demandés, prélever les ADN sur le corps de la dépouille, faire prélever aussi l'ADN auprès de ses enfants et autres, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas du tout été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? Donc, dans ce cas-là, il y a un problème. Voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui on refuse de donner le dossier. Parce que le dossier est complètement vide. Il est vide. Et si on veut la justice, si les gens, si l'exécutif veut réellement que les Camerounais continuent à faire confiance tant que soit à leur justice, on doit absolument, cette affaire doit être, cette affaire doit être gérée de manière complètement, c'est-à-dire les mains qui sont à droite là doivent être écartées et éliminées pour qu'on fasse encore un peu confiance en notre justice. Parce qu'à l'heure actuelle, sur 100 Camerounais, 90 ne font plus confiance en leur justice. C'est un sérieux problème. Donc, si je comprends bien, pour que la justice continue pour que la confiance du public en la justice camerounaise, il y a certaines personnes, on doit enlever le politique dans cette affaire. Mais est-ce que tu penses que le politique peut sortir sa main d'une affaire lorsque le directeur des renseignements est impliqué? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as dit de toi à moi? Parce que là, présentement, le directeur des renseignements qui est en prison. Comment on fait pour que le politique enlève la main? Puisque c'est une décision politique, c'est une décision. Aucun policier, aucun gendarme n'aurait pu prendre sur lui d'aller l'arrêter. Personne ne pourrait. Il faut donc qu'il y ait un ordre de quelqu'un à qui ils doivent obéir, d'après la chaîne de commandement. Mais c'est donc ça le problème. C'est là le problème. Le problème, c'est que le politique est entré dans la salle de justice et la justice a fui par la fenêtre, la justice est sortie. Parce qu'à l'heure actuelle, la justice, c'est-à-dire on est dans tout sauf dans le domaine juridique. On n'est plus dans la justice. On est dans la mafia. C'est-à-dire on est en plein dans la mafia. On a des parrains qui contrôlent, qui tirent. En direct, là. Tu comprends? On est en plein dans la mafia. Des parrains tirent les ficelles à gauche, à droite. Et on veut voir, il faut faire tomber les uns, on fait tomber les uns et les autres. Et on utilise les moyens de l'État. On utilise les institutions régaliennes de la République, quitte à les bafouer, quitte à les piétiner. On s'en fout, tant que ça sert nos intérêts. Et le problème, c'est que en faisant ça, personne n'a plus... Vous savez, la justice dans un pays, si la justice dans un pays, si on n'a plus confiance en la justice, c'est très grave. Parce que la justice a cette capacité-là d'être le médicament, d'être comme un baume.
quand tu as mal, tu appliques un baume, ça te soulage. Ça te soulage. La justice, elle est là pour soulager les gens. C'est-à-dire, quand tu t'es senti, tu es victime de quelque chose, tu vas en justice, la justice te soigne parce que la justice rend une décision qui permet à ce que tu puisses dire que oui, enfin j'ai justice. Mais si la justice, si on est en train de piétiner la justice comme c'est fait là, alors c'est plus la peine. Mais C'est-à-dire ça le ressemble pays un est peu, complètement je te dans la rue. comprends aussi, Calvin, et ça ressemble à ce que nous avons dit depuis le début de cette affaire. Tu te souviens quand cette affaire a commencé, nous posions déjà des grandes interrogations. Déjà même avant que l'arrestation de M. Eko Eko ne soit rendue, ne soit confirmée, car nous l'avions déjà, c'est-à-dire quand on l'arrête, on commence à avoir des doutes, on fait des vérifications. Alors, nous, même avant ça, nous commençons déjà à questionner la procédure qui avait été mise sur pied pour, dans le cadre de cette affaire. Nous questionnons déjà. Nous questionnons les éléments qui étaient disponibles. Parce que il faut aussi dire une chose. Lorsque on est, la justice, on la veut équitable, on la veut tous équitable, mais Calvin, nous ne sommes pas dupes pour savoir que la justice n'est jamais équitable. Ça veut dire que la justice que M. Amougou, c'est-à-dire la justice que M. Amougou Benga a, ou bien devrait avoir, est différente de celle que moi je devrais avoir. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il a les moyens de se payer les meilleurs avocats. Donc, qui dit meilleurs avocats, dit meilleure défense. Nous sommes d'accord. Donc, il n'y a pas d'équité puisqu'on ne se bat pas à médias. Il a les moyens de pression. Ça veut dire qu'il a un statut qui impose en lui seul le respect. Parce que moi, on peut penser que je peux m'enfuir demain matin. Ça veut dire que j'ai quoi peine. C'est-à-dire, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Ou alors, tu as femme et enfant, mais tu es dans une location. Tu as femme et enfant. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de statut, tu n'as pas la même, c'est-à-dire la loi n'a pas la même saveur pour toi que pour un autre. Ça veut dire que ton va vouloir te mettre en détention préventive d'office parce que le risque que tu t'enfuis est élevé, alors que celui qui est établi dans la société, celui qui a des investissements, celui qui a de l'argent, pour parler de manière prosaïque, eh bien lui, ben, on peut le laisser en liberté parce que les biens qu'il a suffisent en un seul une garantie suffisante pour qu'il ne s'enfuit pas. Donc, on ne peut pas. Mais cependant, quand nous observons la façon dont M. Amougou Beninga a été arrêté, son entourage arrêté en même temps, on a questionné quel était l'objectif. Et les objectifs, par la suite, sont apparus. Alors, nous, ces questions que nous avons commencé à poser depuis le début, aujourd'hui, ne font que s'amplifier. Alors, jusqu'à quel moment on va avoir vraiment l'impression que la justice est en train de faire son travail, que la justice peut prendre, qu'au moins pour un cas qui est médiatisé comme celui-là, que la justice fasse patte blanche, qu'il n'y ait pas d'interférence politique, que pour une fois, qu'on laisse les magistrats, qu'on laisse les avocats et qu'on laisse la loi dominer les débats. Pour une fois. Parce qu'on ne peut pas avoir des vices de procédure chaque jour. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des arrestations de gens qui ne peuvent avoir rien à voir dans une histoire. On ne peut pas aller, je ne peux pas commettre un crime, on quitte, on va arrêter mon cousin. On quitte, on va arrêter mon épouse à la maison. On quitte, on va arrêter le gérant d'une entreprise que j'ai. Alors qu'il n'y a pas de lien avec les faits qui me sont reprochés. Auquel cas, ça devient administratif. Et là encore, ce n'est pas le criminel qui s'en charge. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, qui continuent à se soulever, mais nous allons revenir, parce que j'attends que Serge me revienne pour me dire, parce que Coco Lago, quelqu'un peut me dire si Coco Lago est en direct? Parce que je vais vous inviter à... Vas-y, Calvin. Donc, c'est un peu les éléments comme ça que je voulais qu'on ait, et vraiment que la justice sorte de cette affaire grandie.
Parce que le monde entier... En réalité, vu comme l'affaire est partie, j'ai peur que la justice, justement, ne sorte pas de la grande. Je pense que nous avons fauté sur quelque chose. Nous avons fauté sur quelque chose. Et les personnes qui nous dirigent, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Nous avons des hommes forts. Ces hommes forts qui sont censés rendre nos institutions fortes, au contraire, se sont encore plus donné de la force au détriment des institutions. C'est-à-dire, vous avez des super ministres qui ont la capacité de piétiner les institutions régaliennes. Ils s'en foutent complètement. On peut décider aujourd'hui de t'arrêter, de te mettre en prison, de ne pas te juger. Tu tapes 10 ans et puis un jour comme ça, tu ressors. On peut décider de t'affecter sans aucune, c'est-à-dire alors là, c'est-à-dire sans aucune norme dans la procédure d'affectation. Parce que même quand on affecte une personne quelque part, il y a des normes. On affecte une personne, il y a des normes. C'est-à-dire, sans aucune norme, on t'envoie comme ça et puis c'est tout. Et puis il n'y a rien. On vole. Les gens volent. On sait qu'ils ont volé. Ils volent comme des souris. Ils volent tout. On sait qu'ils ont volé, mais ils sont là. Et ils nous narguent. En fait, c'est dans ça que nous sommes. Les hommes sont forts et les institutions sont faibles. Et le problème ici dans cette affaire, c'est quoi? Si on veut réellement que le pays, le petit Camerounais du fin fond du village s'asseye comme ça et dise que, ok, vraiment, non, je fais confiance en la justice. Il y a un certain nombre de personnalités qu'on doit dégager. On doit les dégager. Le président de la République, nous l'avons voté. Nous avons élu le président de la République. Et c'est lui qui a la charge, c'est à lui que revient la responsabilité de régler ça. Le président de la République est celui qui est le garant de nos institutions, qui est le garant de notre sécurité. C'est à lui de faire le nettoyage autour de lui. Il ne peut pas continuer à accepter d'avoir autour de lui des serpents venimeux comme ces gens. Il ne peut pas continuer à accepter d'avoir autour de lui des serpents à sonnette, des cobras, des dragons, des crabes, comme ça. Non. Non, Bobs. Mais nous, c'est c'est d'ailleurs ça qui te souvient avant que l'affaire Martinez ne claque déjà. Il y avait une autre sombre affaire où j'avais demandé au président de la République, en direct comme ça, de respectueusement, hein, que, c'est-à-dire, lorsque il y a des vampires qui commencent à sucer le sang dans ta cour, ils sucent le sang. En réalité, ils ne cherchent que le chemin pour arriver à ta position. Lorsque les gens commencent à des hommes de confiance, ceux qui sont censés apporter un peu de sérénité, apporter la confiance, ceux qui sont censés être les bras, les courroies de transmission de l'autorité suprême du président de la République sur le peuple, ceux qui sont vus, ceux qui sont au quotidien avec le peuple, ceux qui sont censés exercer l'autorité sur le peuple, parce que ce n'est pas le président qui exerce l'autorité sur nous, ce sont ces administrés-là et les autres élus. Lorsqu'ils commencent à se comporter comme des loups, lorsqu'ils commencent à se comporter comme des chiens enragés, ça veut dire qu'en fait, leur véritable cible, ce n'est pas ce peuple qui terrorise, ce n'est pas ce peuple qu'ils affament, ce n'est pas ce peuple qu'ils maîtrisent. Non. La véritable cible, c'est la transmission directe. Parce qu'une fois que le peuple aura marre, une fois que le peuple sera affamé, une fois que le peuple sera fatigué de vivre des sévices d'injustice, de misère. Et c'est avec toi qu'on parlait encore, Calvin, l'autre jour. On a vu l'usine à Bonabé
l'usine de riz qui a été fermée avec des milliers de tonnes de riz dedans, fermée, ça a pourri, on a jeté pendant que les gens meurent de faim. On a vu des compagnies ici qu'on a mis en faillite alors que les gens, c'est-à-dire, cherchent l'emploi. Les sautages de compagnies qu'on aurait dû faire, on a laissé. On a procédé à des liquidations sous l'influence, certes, du FMI, j'en passe. Mais c'est autant de choses qui sonnent, qui tapent sur la tête des Camerounais comme une goutte d'eau qui tape tous les matins, tous les jours. À un moment donné, ils vont exploser. Et les tentatives d'explosion, les Camerounais républicains essayent toujours d'apporter la lumière de la vérité pour clarifier les choses et donner les limites des uns et des autres. Mais à un moment donné, il faut effectivement que le président, comme il a déjà fait par le passé, et je continue à penser que le président est capable de taper la main sur la table, comme il a fait par le passé. Mais comme par le passé, il attend souvent beaucoup. Et cette patience-là, nous comprenons que c'est la patience du sage qui ne veut pas courir. Mais nous voulons que nous ne voulons pas que les choses s'aggravent, que la lutte soit plus grande que celle du combat que nous pouvons mener. Donc, nous implorons le président de la République de prendre action maintenant, de décider maintenant du Cameroun qu'il veut nous laisser. C'est une question qu'il nous a posée une fois. Et moi, j'ai envie de dire de demander au président de la République, quel Cameroun vous voulez nous laisser? Lorsque ceux qui sont autour de vous, certaines personnes qui gravitent autour de vous, qui sont censées incarner une certaine autorité et continuer à exercer un certain pouvoir, que ce soit dans les consciences ou dans leur communauté, lorsque ceux que vous laissez sont des loups ravisseurs, lorsque ceux que vous laissez sont des vampires, vous vous attendez à ce qu'ils fassent quoi de nous une fois que vous ne serez plus là? À qui voulez-vous laisser le Cameroun? À qui voulez-vous confier ceux qui se considèrent comme vos enfants? Donc, nous, ce que nous vous demandons, pour réfléchir sur le Cameroun que nous voulons voir pour nos enfants, nous avons besoin que vous nous débarrassiez des loups parce qu'ils sont tellement riches, ils ont tellement de pouvoir que nos simples bras auront du mal à les combattre. Même si le peuple est toujours fort, ça va nous rendre le combat difficile. Débarrassez-nous-en. Et je vais répéter une chose que j'avais dit sans vouloir commander. Si vous ne le faites pas, c'est eux qui auront votre peau. Si vous ne le faites pas bien assez vite, c'est eux qui auront votre peau. Et ils sont en train de vous écorcher. Ils sont en train de grainer votre réputation. Ils sont en train d'emporter votre héritage. Regardez le stade qui doit porter votre nom. Le stade de Paul Biya. Le stade de Paul Biya. Parce que moi, quand je le regarde, j'ai mal. Quand le Camerounais le regarde, et il regarde l'argent, les milliards qui ont été dépensés, mais ce n'est pas ça. Je regarde l'héritage que vous devez laisser. Quelque chose de visible, de palpable, comme les rois, comme les sommités, un autre héritage qui aurait pu être visible, qui aurait pu amener à parler de vous. Parce qu'à partir de ce stade, à partir de ce stade qui abrite le sport roi du Cameroun, ça permet qu'on parle des œuvres que vous avez faites, ça permet qu'on parle de vos écrits, ça permet qu'on parle de vos décisions, ça permet qu'on parle de votre politique, ça permet qu'on parle de la démocratie, ça permet qu'on ouvre la porte sur beaucoup de choses. Mais si même ça, ils sont en train de vouloir gommer, qu'est-ce qu'il ne dit pas que demain ils gommeront même votre nom pour le mettre à la gloire d'un autre? Je l'ai dit, je le dis, je ne dis rien. Parce que l'enfant, on dit que l'enfant ne peut rien dire au père, mais l'enfant peut faire suffisamment de bruit pour attirer l'attention du père. En ce qui me concerne, ce qui est dit est dit. Bobs. Tu sais, en réalité, ces
gens ont atteint un niveau où, en fait, ce sont des animaux. Je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais c'est pas des humains, en fait. Des gens qui réussissent à voler même le riz, c'est-à-dire les sacs de riz. Vous vous souvenez que Orca pendant Covid-19, Orca a fait un don pour les malades. Allez interroger le nombre de malades qui ont mangé ces sacs de riz. Là, il n'y en a pas. Les gars ont volé le riz. Ils ont porté les sacs de riz, ils sont partis avec. C'est-à-dire quand les gens arrivent à ce niveau, ça veut dire qu'ils n'ont peur de rien. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un stade où ils disent que on fait souvent, rien ne nous fait. Donc, on a l'habitude de faire et puis il n'y a rien qui va nous faire. On s'en fout, on fait. Vous imaginez, tu t'imagines un seul instant. Le stade, comme tu disais, qui va porter le nom du président de la République. Regarde-moi ce stade-là, le stade olympique. Je te garantis que tu te souviens que ce stade va finir sous du sang. Parce qu'il y a eu le sang des Camerounais qui a coulé dans ce stade pendant la CAN. Parce qu'il n'était pas fini. Parce que les entrées et les entrées, les issues de secours ne sont pas finies. Et tout. Donc, ce stade est en train d'être construit sur le sang des Camerounais. Hormis ça, regardez, c'est-à-dire la grossièreté, la sorcellerie avec le. Tout un ministre, le ministre Dodo qui est mort dans ce pays, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Un ministre de la République comme Dodo Ndoki, c'est-à-dire le ministre des Mines et de l'Industrie, un nouveau ministre de la République meurt empoisonné. Et c'est fini comme ça. Est-ce qu'il y a un ministre qui l'a remplacé? Mais il y a quelqu'un qui signe les documents tous les jours. Un intérimaire qui signe tous les jours les documents. Qui reçoit. Qui attribue des marchés. À ceux qui ne sont pas censés les avoir. Est-ce qu'on s'imagine dans quel pays est-ce qu'on est, Mais on est dans tout sauf dans un pays. On n'est pas un pays. On est en fait dans une mafia. On est dans une mafia où il y a des. C'est-à-dire, il y a un parrain qui gère. Il y a des parrains qui gèrent le pays. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire, tu regardes ça, je te dis, mais franchement parlant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Juste parce qu'on vous a aimé, on vous a donné le pouvoir. C'est pour ça que vous pouvez nous malmener. Tu as posé une question là aujourd'hui. Quel sera l'héritage du président? Parce que jusqu'aujourd'hui, tout ce que le président Paul Biya a fait, tous les acquis qu'il y a, qu'on a à l'heure actuelle, on oublie tout ça, on oublie tous ces acquis. Mais on est plus concentré à ce qu'on est en train de voir, ce que ces gens sont en train de faire, à tuer l'image même. C'est-à-dire, ces gars, on est un stade où ils ne veulent rien laisser de Biya, ils ne veulent même pas qu'on sache que Paul Biya a fait quelque chose dans ce pays. On va se rappeler de un pays où les enseignants pleurent des salaires, 6 mois de salaire, 10 mois de salaire. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore dans quelque chose de normal? On est dans de la sorcellerie. On est dans de la sorcellerie, de la pure sorcellerie. Tu imagines que tu es Bobs. Oui. Bobs. Tu as ton propre titre foncier au Cameroun. Tu as ton propre titre foncier. Tu n'es plus en sécurité.
Tu n'es plus en sécurité avec ton titre foncier. Parce qu'il suffit que quelqu'un vienne là et dise que mais le terrain s'il me plaît, hein. Le terrain s'il me plaît. Oh là là, ça me plaît. Oui, allô, monsieur, toi qui es au ministère Le cadastre du domaine. Malaga, je viens de voir un lot là. Ce lot là, non, vraiment, c'est bon pour mon hôtel ou c'est bon pour mon truc, oh, machin, machin. On amène ça là-bas. Et puis, 2 semaines après, tu vois On te déguerpit. On vient te déguerpir. Tu dis que comment? On dit que non. L'État, pour le bien public, l'État décide de réquisitionner ça. Et puis, voilà, il n'y a rien. Tu dis que comment? Comment? Donc, même avec ton titre foncier, tu n'es plus en sécurité dans ton propre pays. On va aller où? On nous dit que non, ça va, tout va bien, les gars. Oh, le Cameroun n'est pas en enfer, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas l'enfer non plus. Oh non, les jeunes ne veulent rien faire. Les jeunes ne veulent rien faire. Non, les jeunes veulent faire quelque chose. Mais ils n'ont pas de soutien. On mise ça. Alors, de vous amour. Si vous voulez intervenir, vous pouvez, parce que Coco n'est pas en direct là. Je sais que j'ai envoyé beaucoup de personnes. Alors, si vous voulez intervenir, non, vous pouvez. Juste, je dis juste ce que je veux dire. Toi, Vas-y, finis. non, nous savons que Paul Biya, notre président bien-aimé, il est vieux. Le dit ne veut pas dire qu'on insulte. Moi, j'ai voté Paul Biya. Je le soutiens. Oui, bien sûr. Oui. Mais bien il est vieux. Il a 90 ans. OK. Lui, au moins, il est encore solide parce qu'il est capable de se tenir, de faire des discours et autres. Mais quand même, bon, s'il arrive quelque chose au président à l'heure actuelle, OK. On sait que la nature a dit que voilà, il va arriver quelque chose au président. C'est bon. On dit que son dauphin constitutionnel, c'est qui Niat toi-même. C'est-à-dire Niat qui est le petit frère de Paul Biya, mais Niat est, c'est-à-dire quand tu regardes, Niat souffre. Et on dit que c'est là qui va être le dauphin. Donc, s'il arrive quelque chose à Paul Biya là, Niat quand même. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Regardez Cavaille. Cavaille ne parvient plus. Est-ce que tu connais qui a encore revu le président du Conseil social et économique, Ayan Luc? On ne le voit pas. On le connaît. Le directeur de la SNH. C'est-à-dire, il y a des choses dans ce putain tu le fais comme ça. N'en parlons pas du EDP. Nous sommes redevenus dans le parti État, dans le parti. Mais est-ce que, mais je comprends ce que tu veux dire, Calvin. Mais est-ce que ce n'est pas aussi, j'en profite pour le dire, hein, est-ce qu'il n'y a pas un échec cuisant de l'opposition? Bien sûr, c'est une opposition de bandits et de voleurs, de voyous. C'est tous les mêmes gens. En fait, le problème ici, c'est le problème des hommes. C'est le problème des hommes. C'est le problème comment je vais dire, des ressources humaines, c'est-à-dire des hommes. On n'a pas d'hommes qui ont des convictions. Non, mais même, je vais dire que le Cameroun a quand même produit des hommes politiques aguerris. Mais est-ce que, à côté de cette opposition-là, parce que moi, je ne parle pas seulement des leaders. Je te prends un exemple. Il y a eu le SDF. Il y a eu l'UNDP. Il y a eu, mettons-le, l'UPC. Non, l'UPC d'abord. L'UPC. Le SDF. L'UNDP. Ce qu'on appelle Univers. Non, pas Univers. C'est le parti, le nouveau parti. Ce n'est plus Univers. Laissons Univers. Laissons. Ici. OK. UPC, SDF, UNDP. Prenons cela. L'échec de l'UPC vient d'où? Leadership. Nous sommes d'accord. Et une autre limite qu'ils ont, ils étaient circonscrits en pays bassin. Vers la fin. Okay. Le SDF, populaire dans tout le Cameroun, ce n'était pas un parti régional au départ, mais ils se sont
régionalisé. Ils ont eu une perte de vitesse. Cette perte de vitesse-là, que j'attribue à la démotivation du manque de pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils perdent leur flamme. L'UNDP, qui a une capacité quand même élective qui est assez poussée, a choisi le camp présidentiel, ainsi que l'UDC, pareil. Et tout récemment, prenons donc les derniers leaders, Cabral, Camto, qui, pour les deux, ont du potentiel. Ont du potentiel. Mais autour d'eux, prenons d'abord le cas Camto, autour de Camto, se sont agrippés des fainéants, des abrutis, des voleurs, des imbéciles, des violeurs. Bref, c'est des arnaqueurs, les arnaqueurs et une partie de la racaille. Une partie de la racaille. Pourquoi je cite cela? Parce qu'ils sont venus étouffer ceux qui avaient la voix, les intellectuels qui avaient la voix au sein du MRC. Et ce qui a tué le parti, ou est en train de tuer le parti. Parfait. Prenons Cabral Libi. Cabral Libi qui a harangué les foules autour de lui, qui était connu, qui aujourd'hui même est connu de plus de 60% de la population. Et je dis plus de 80% de la population qui a l'âge de voter. Mais qui, en pleine ascension, la base se démobilise. Pourquoi? Parce qu'il y a également beaucoup d'aventuriers. Et des aventuriers qui sont venus pour profiter de la ferveur du leader sans avoir la conviction. Et beaucoup ont fait quoi? Ils ont évincé ceux qui étaient convaincus. Et là, le leader a du mal à sortir le parti, ou du moins à remonter tout seul. Il a tenté une délocalisation, c'est-à-dire à étendre le parti à l'échelle nationale. C'est une tentative qu'il a, mais qui ne semble pas donner les fruits escomptés. Est-ce que ce n'est donc pas un constat cuisant de l'échec de l'opposition, qui donne donc la liberté à ceux qui sont au pouvoir, du moins à certaines personnes qui sont en possession du pouvoir, ou bien détenteurs de l'autorité du pouvoir, de faire tout et n'importe quoi sans avoir peur. Parce que ne faisons même pas le bilan de la presse camerounaise ici, de la presse au Cameroun ici. Faisons même pas le bilan, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Contentons-nous de ces acteurs politiques. Bops, il faut comprendre que tout comme l'opposition travaille, c'est aussi comme ça que le parti au pouvoir travaille. Et le parti au pouvoir, le parti État, parce qu'il faut dire quand même que le RDP c'est un parti État, parce qu'ils utilisent les moyens de l'État. Le parti État qui utilise les moyens de l'État. Ouais, Mario, je ne peux pas lire ton commentaire là, parce que ici, mes commentaires ne s'affichent pas. Donc, le parti État Tu peux qui utilise les moyens de l'État met tout en place pour que l'opposition ne puisse pas être efficace. Je m'explique. Déjà, l'opposition n'a pas les moyens. Dans la loi, dans la loi élective, je pense que l'État doit financer les partis. Mais quand on Sauf que, donne l'image. sauf que l'État qui doit décaisser là, qui doit gérer ces financements-là, c'est un membre très puissant du parti au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font?
Ils craignent, ils craignent, ils craignent, ils craignent, ils craignent. Ça essouffle l'opposition. Même eux-mêmes aussi. Hein. Même, ils ne donnent pas, même, ils ne donnent pas, ils ne donnent pas les financements qui sont dus au parti. Hein. Ils ne donnent pas le moment. Donc, ils laissent. C'est-à-dire, la lourdeur administrative fait qu'ils craignent, ils craignent, ils craignent, ils craignent, ils craignent, ils craignent. Et les financements arrivent, les gars sont essoufflés. Ils vont te dire que même le RDPC a ce problème parce que le MINAT ne nous a pas remis à temps, hein, donc même le RDPC a ce problème. Pourtant, au RDPC, ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas du tout ce problème. Parce que le RDPC a une base. Le RDPC s'est fait une base. Et j'aime toujours le dire que la base du RDPC est à peu près de 3,5 millions à 3,8 millions, voire 4 millions. Je vais dire, ils sont à 4 millions de cartes d'électeurs qu'ils détiennent. Ce sont s'ils mettent seulement 1 million, s'ils mettent seulement 1 000 francs dans les caisses, sans compter qu'il y a au moins 5-6 personnes là-bas qui sont tellement riches qu'à eux seuls. Ils peuvent... Tu vas voir que le RDPC a une partagez le direct, s'il vous plaît, ne vous fatiguez pas, partagez. Ok, ça fait... Le RDPC a une technostructure de 650 000 membres qui travaillent en permanence, nuit et jour pour le parti, de la base au sommet. Donc, de la base jusqu'au comité central et voire au bureau politique. Ensuite, à la suite de ça, le RDPC, tous les milliardaires, tous les gros directeurs, tous les machins sont tous du RDPC. Donc, quand tu regardes en fait, il y a une commission dans le RDPC, commission logistique, finance et machin, qui est gérée par le président de la région du centre, Gilbert Timidina. Si tu regardes cette commission, tu comprends que tu te dis même qu'en fait, c'est même pas la peine, mieux je rentre dans le RDPC. En fait, dans cette commission de logistique et finance, dans cette commission, Aladi Dankulo, Sylvestre Nguchingue, Baba, machin, là, tous les milliardaires que tu as là, tous les milliardaires que tu connais, ils sont tous dans cette commission. C'est-à-dire, c'est là, hein, vous pouvez aller vérifier. C'est-à-dire la commission logistique, finance, machin du RDPC. Allez-y voir. Non, mais en fait, quand vous regardez ça, tu te dis que bon, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Puisque quand le MINAT vous bloque les finances, que non, bon, ils sont en train de craigner pour payer pour donner l'argent qui est dû aux partis politiques. Cette commission, on intervient. Et cette commission a la capacité à elle seule, c'est-à-dire s'ils se fâchent, en 1 heure, ils peuvent poser 3 milliards. C'est-à-dire s'ils se fâchent que bon, ok, on est fâché. C'est vraiment la commission. En 1 heure, ils peuvent poser 3 milliards. Le problème ici, c'est quoi? C'est que Cabral a du mal, il s'essouffle. Kamto a du mal. Matomba a du mal. Le SDF aujourd'hui, ils ont du mal. Les autres partis ont du mal. C'est-à-dire ce qu'il y a lieu de faire dans cette histoire. C'est le b.a.-ba. C'est la chose la plus simple. C'est de regarder déjà, de comprendre que le RDPC à lui seul a 4 millions d'électeurs. Et ce n'est pas la tricherie. Hein. Ce n'est pas qu'ils ont triché. Non, ils ont une base. Ils ont une base de... S'il vous plaît, partagez le direct là. Je sais qu'il y a partagez le direct. On va revenir. Cette base de 4 millions d'électeurs, il n'y a que 7 800 000 à peu près d'électeurs qui ont la carte d'électeur au Cameroun, selon les chiffres de EDECAM. EDECAM. Il n'y a que 7 800 000 à peu près d'électeurs. Donc, quand le RDPC se met dans son coin, il dit que vous gérez, donc eux, ils ont leurs 4 millions, ils savent que de village en village, de département, d'arrondissement en arrondissement, de bureau de vote en bureau de vote, ils connaissent comment ça se passe. Donc, ils ont leurs gars, ils partent, ils votent, ils connaissent. Donc, les autres petits trucs là, vous allez vous démerder. Non. Non, on ne peut plus continuer comme ça. Si les gens veulent vraiment faire bouger les choses, il est temps que Kamto
prenne son ego, il met ça de côté. Et qu'il se dise déjà au fond de lui que, c'est-à-dire, pour faire la politique, il ne faut pas seulement être président de la République. Ok, attends, il y a une question. Il y a Marius qui pose une question. Il dit que, et si les autres avaient raison? Parce qu'il dit, et si les autres avaient raison? Parce que le comportement de ceux que nous défendons jour et nuit laisse à désirer. En fait, je vais dire une chose. Qui joue et nuit. Pardon? Non, 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 parce que c'est un patriote de la première heure. Ça veut dire qu'il est aux États-Unis, mais lorsqu'il y a des actions à mener, que ce soit en France et tout, il a toujours été un acteur. Je dis qu'on défend qui joue et nuit. Que nous, les patriotes, lui-même y compris, nous qui défendons donc les institutions jour et nuit. D'accord. Oui, les institutions. Oui. Non, c'est ce que je voulais que tu précises. Oui, les institutions. Mais pas les hommes. Non. D'abord les institutions. Les institutions. Et les hommes qui les incarnent. Parce que pour mener des actions, on met les actions sur les hommes. Par contre, je vais dire une chose. Nous n'avons jamais dit, au grand jamais, que ceux qui avaient choisi de saccager les ambassades, ceux qui ont choisi de terrasser les artistes musiciens en Europe, ceux qui ont choisi de violer les Camerounaises à l'extérieur, ceux qui ont choisi de terroriser les Camerounais, on n'a jamais dit que sur le fond, il n'y avait pas des éléments qui requièrent une discussion ou qui requièrent des améliorations. Nous n'avons jamais dit ça. D'ailleurs, nous-mêmes, nous tenons le discours quand il y a des problématiques ou quand il y a des choses qui ne vont pas bien. Voilà ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, mais ils ne sont pas là. Okay? Nous le faisons. Lorsque nous parlons du cas Martinez-Zogo, quand nous avons commencé à parler, les gens ont demandé mais pourquoi, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas parce que, et les gens même disent que nous avons été payés. C'est parce que lorsqu'on est à la recherche de la vérité, on doit garder un cap, mais on doit avoir un comportement républicain. Ce n'est pas parce que j'estime que dans l'affaire Martinez-Zogo, par exemple, qui est le sujet qui nous a amenés ici aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas bien, qu'il y a une diligence qui est mal menée, qu'il y a des incompréhensions dans l'arrestation de M. Eko, qu'il y a des choses qui ne respectent pas les normes et que les règles de base de la justice ne sont pas respectées. Ce n'est pas parce que je le dis, et ce n'est pas parce que je dis que l'assassinat sauvage de Martinez-Zogo doit être élucidé de sorte que les véritables coupables et les assassins soient arrêtés, jugés et condamnés. Et que ce qui est en train d'être fait présentement ne donne pas l'impression que c'est la recherche de la vérité. Lorsque je dis ça, est-ce que je dois aller décider de priver d'autres Camerounais de leur liberté? Est-ce que parce que je veux que ce point de vue émerge, est-ce que je dois saccager une ambassade? Est-ce que parce que je veux que ce point de vue émerge, je dois empêcher les artistes de prester? Est-ce que je dois empêcher les Camerounais qui veulent aller regarder un spectacle d'y aller? Est-ce que je dois créer des divisions entre les Camerounais? Est-ce que je dois introduire un aspect, le tribalisme dans cette affaire? Est-ce que je dois? C'est la méthode qui est utilisée et les prétextes qui sont soulevés qui mènent à, c'est-à-dire qui créent plus de problèmes que les solutions que nous recherchons. C'est en cela que nous ne sommes pas d'accord avec eux. Mais sur le fond, il y a des éléments, il y a une injustice que certains individus et parfois proches du pouvoir font régner au Cameroun qui a fait peur. C'est comme si, d'ailleurs, quand tu es un républicain, tu es pire que être de la basse. C'est-à-dire que parfois, on peut même écouter quelqu'un qui est de la basse. Je dis bien pour certains, parce qu'en même temps, il y en a qui prêtent l'oreille. Quand nous posons des problématiques pour le Cameroun, il y en a qui prêtent l'oreille. Il y en a, pour les actions que nous avons menées à Genève, il y en a qui sont proches, qui questionnaient, qui voulaient savoir qu'est-ce que nous faisons. Et certains même ont été étonnés de savoir comment nous avons fait pour financer ces déplacements. Vous avez fait comment? Parce qu'ils comprenaient que la nature de la charge était élevée et qu'ils n'avaient participé en rien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bonnes personnes au sein de ce gouvernement, dans l'administration, mais il y en a qui sont des loups, qui sont voraces. Et comme on vous l'a dit, qui volent même le riz, qui est appelé, qui volent les masques.
Mais quand c'est les vaccins, ils disent qu'il y a les vaccins. Il faut laver, il faut nettoyer les mains, là. Oui, ils volent les gels hydroalcooliques qui coûtent 1000 francs. Ils sont milliardaires, mais ils volent. Parce que lorsqu'on a le sang du voleur, on voit. C'est avec toi quand je parlais qu'on disait que si quelqu'un a prévu de venir voler chez toi, il loue le camion, il loue le chauffeur, il loue la sécurité pour venir te voler. Il arrive, il trouve que tu as déménagé. S'il trouve le coussin, il va voler ton coussin. Ou il va enlever tes sanitaires et partir avec. Parce qu'il est un voleur appelé à voler, appelé à mendier. Et il se fout de savoir si ceux qui vont arriver là, comment ils vont faire pour aller aux toilettes. Il s'en fout. Parce qu'il n'y en a que pour lui et son ego. Il n'y en a que pour lui. Ils sont riches, milliardaires. Leurs enfants sont riches, milliardaires. Mais on lance encore un petit concours. Il met encore son enfant là. On lance un concours des enseignants du primaire, là, même de la maternelle. Il met encore son mot dedans. Mais vous ne comprenez pas que le pays là est en train. C'est-à-dire certaines personnes veulent faire plonger le Cameroun. Mais notre devoir, donc, en tant que républicain, Marius, et c'est là que je finis par ma réponse, notre devoir, c'est de résister à la tentation d'aller là où les ennemis du Cameroun, qui parfois sont au pouvoir, veulent nous amener. C'est de résister à cette tentation. C'est ça qui fait de nous des républicains. Bob, ce qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que voilà, Bob, je te prends. Bonsoir, Jean. C'est toi qui me dis souvent. C'est toi qui me dis souvent que non, calme-toi. Parce que quand on discute en off, tu connais mon discours, comment je suis acide. Tu sais comment je suis amer vis-à-vis de certaines personnes. Et c'est tout à fait légitime parce que tu as une vision, qui... À un moment donné, on se dit, mais non. Mais c'est juste que c'est l'amour qui fait qu'on se dise non. Mieux on préserve d'abord les acquis. Parce que s'il faut qu'on entre dans où on veut nous amener là, s'il faut qu'on commence à casser les écoles, on commence à casser, d'ailleurs qu'on n'en a pas, on va casser les hôpitaux, on n'en a pas. Il va encore falloir, je ne sais pas combien de temps pour reconstruire ça. Donc, on cherche à préserver les acquis. Merci pour les partages. En faisant de la pédagogie. Mais en réalité, nous devons aussi dénoncer, et c'est ce que nous faisons ici. Nous dénonçons, hein, parce que si vous écoutez nos lives, écoutez bien nos lives, on n'épargne pas. On dit la vérité. C'est ce que nous faisons. Et moi, je ne peux pas venir dans un live comme celui-ci et puis je vais commencer à dire que non, vous savez que vraiment, non. Quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce qui se passe dans notre pays à l'heure actuelle n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais n'entrons pas dans une colère qui va nous amener à détruire les acquis que nous avons déjà. C'est que nous devons d'abord préserver. Parce que le peu que nous avons là, nous devons préserver ça. Maintenant, il est important que, c'est aussi ça notre rôle, c'est d'éduquer, d'amener, de donner le peu que nous connaissons, de le partager avec nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, de le partager politiquement, bien sûr. Il faut un partage politique. Il faut qu'on fasse une éducation politique. Les gens doivent comprendre en réalité quel est le profil de leurs hommes politiques. Quelles sont leurs tendances politiques. Quels sont leurs courants politiques. Parce que si tu poses la question au gars de la basse, par exemple, quel est le courant politique du professeur Kamto? Ils ne peuvent pas te dire. Ils ne peuvent pas te dire. Tu vas entendre quelqu'un de la basse te dire que oui, il est hors de question, vraiment, on doit faire le partage des richesses, de machin, mais non, Kamto n'est pas dans ça. Kamto, c'est quelqu'un de droite. Il est de droite. Il y a beaucoup dans le RDPC qui ne connaissent même pas quel est le courant de Paul Biya. Non, c'est parce qu'il y a aussi, comme on a dit, il y a beaucoup de la racaille qui s'est agrippée. C'est-à-dire, il y a des gens, quelqu'un n'a pas, comment je vais dire, quelqu'un n'a aucune formation académique. Il n'a aucune, c'est-à-dire, il n'a aucune formation professionnelle. Il n'a aucune compétence, aucun métier qu'il a appris. Mais il prend lui aussi tout, il met sur la tête du président. À un moment donné, il faut te donner une chance dans la vie. C'est-à-dire, tu n'as même pas un talent, tu ne peux même pas vendre l'eau. Mais à un moment donné, tu es arrivé à une cinquantaine d'années ou à une quarantaine d'années ou à une trentaine d'années, tu te lèves un matin,
et tu penses que parce qu'il y aura un changement, tu as vu dans quel pays il y a eu un changement où les cancres sont devenus les rois. Tu as vu ça? Tu te rappelles qu'on voulait quand même nous donner un ambassadeur. Monseigneur va être ambassadeur. Calibro, ambassadeur. Vous-même, vous ne trouvez pas quelque chose qui ne va pas. Berthier le Camille va être ambassadeur. Mais vous-même, vous ne trouvez pas que. C'est-à-dire vous-même, là, vous-même. C'est-à-dire lui-même, il reste comme ça, Berthier le Camille. Il dit que. C'est-à-dire il se voit ambassadeur. Ambassadeur. Vraiment. Dans le pays de sincèrement. Dans le pays pas capable de gérer son stock de papier toilette seul dans sa chambre. C'est-à-dire, il veut gérer. Mais vous aussi. C'est-à-dire, quand c'est mort pour toi, c'est bon. Soit tu te décides de te reprendre en main, de te lever, d'apprendre à faire quelque chose, de faire quelque chose de tes mains, de sortir de ton quotidien, de te battre pour te forger, c'est-à-dire pour te forger une compétence, pour pouvoir t'intégrer. Même si on veut te mettre, par exemple, supposons qu'on a ouvert le concours de l'INAM, bon, on fait comment pour mettre Berthier le Camille. Même si tu es son père, tu ne peux pas. Tu fais comment pour mettre Max et moi? Tu fais comment pour mettre Calibro? On ouvre le concours de commissaire, tu fais comment? Mais tu fais comment? Tu ne peux rien faire. Ça veut dire que la seule issue, la seule alternative qu'ils ont, c'est de forcer et espérer que, à casser les portes, à briser on va lui reconnaître au moins un talent de force. Mais sauf que c'est éphémère. Le genre de personnes comme vous, on vous utilise pour un temps, parce qu'après, on ne sait pas quoi en faire. Et on vous met de côté. C'est aussi simple que ça. Vous mourrez aigri. Puisque les grains que vous avez déjà dans votre vie, c'est tel que vous êtes en train de transporter, mais à l'échelle nationale. C'est de ça qu'il est question. La scène de live n'a pas commencé. Non, je suis allé sur sa page là, je n'ai rien vu. Mais de toutes les façons, je vais te donner le temps de conclure, mais je vais d'abord résumer. En fait, nous sommes arrivés ici aujourd'hui pour vous dire, comme vous le savez, nous avons été pionniers. La task force a été première lorsque l'affaire Martinez-Zobo a éclaté et que nous avons choisi de commencer à communiquer. Nous sommes venus être la voix dissidente pour poser des questions qui, à l'époque, semblaient être des questions qui fâchent. Et la réponse que nous avons apportée à ces questions-là sont celles que les autres commencent à avoir aujourd'hui. Les interrogations que nous avons apportées ont quand même suscité chez beaucoup de personnes une envie de comprendre. Et ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne tient pas rond dans cette affaire. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que sur toute la toile, les mêmes questions reviennent, les mêmes interrogations sont posées et d'autres sont allés chercher des informations encore plus loin. Nous avons été pionniers. Lorsque nous avons vu l'arrestation de M. Eko, nous ne sommes pas restés silencieux. Lorsque nous avons vu l'arrestation de M. Amougou Belinga, dans les circonstances dans lesquelles elles sont produites, et les menaces qui pesaient déjà sur lui quelques jours avant, nous avons posé des questions. Parce qu'il y a eu un premier tribunal, celui de Facebook, qui l'a jugé, qui l'a arrêté, jugé, condamné. Et ensuite, la justice des hommes est venue prendre le relais sur la base des mêmes éléments. Nous avons questionné. Et nous nous sommes dit, il était une personne digne d'intérêt dans cette affaire, quoi qu'il en soit. Mais quel était l'intérêt d'arrêter ses épouses, d'arrêter les responsables de ces entreprises et d'arrêter le journaliste Bruno Bidia? Nous sommes les premiers à avoir posé cette question. Nous sommes les premiers à avoir demandé la libération de M. Bruno Bidia sans condition. Parce que nous ne comprenions pas ce qu'il faisait dans cette affaire. Enfin, du moins, ce qu'il faisait dans cette affaire. Mais nous avions compris la raison pour laquelle on l'avait arrêté. Nous avons expliqué les raisons pour lesquelles on l'avait arrêté. Ce n'est pas comme s'ils avaient communiqué avec nous. Parce que ils étaient arrêtés. Pas comme si. Nous avons expliqué que la seule raison qui pouvait justifier l'arrestation de M. Bruno Bidia, c'était pour bâillonner le groupe de presse dont il venait d'être nommé patron. Donc, ce n'était pas dans l'intérêt de la justice
Et ce n'était pas dans l'intérêt de la réputation du Cameroun, parce que lui aussi, Bruno Bedian, est un journaliste. Arrêter un journaliste, assassiner un journaliste, barrer un journaliste, pour moi, c'est la même chose. Et tous les journalistes devraient avoir la même valeur. Et ce qui nous avait interpellés, c'était le silence complice de tous les autres médias qui étaient restés silencieux, comme si un de leurs confrères n'avait pas été. C'était le 8 février. Je me souviens de ce direct. Alors, par la suite, nous avons décortiqué l'affaire Martinez. Et vous vous souvenez qu'Alvin et moi, après une série de directs, nous sommes venus dans un jeu de questions-réponses où Kadam a posé un certain nombre de questions d'analyse et nous vous avons apporté des réponses qui ont encore une fois suscité l'engouement chez certaines personnes et ceux qui avaient des doutes se sont reliés à nous pour créer la force dynamique que nous avons aujourd'hui, à laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et beaucoup de personnes sont impliquées là-dessus. Aujourd'hui, il n'est pas la peine de les nommer. Donc, c'est pour dire que le travail que nous le faisons avec conviction. Nous le faisons dans la recherche de la vérité. Et si j'avais l'argent à prendre, qu'on devait me donner, pour tous les combats que nous avons menés, je les prendrais parce que ça correspond exactement à ma ligne de pensée. Ça correspond exactement à ce que je pense. Donc, prendre l'argent pour ce que je pense, pour moi, n'est pas une honte. Mais malheureusement, nous n'avons jamais rien reçu de qui que ce soit pour faire quoi que ce soit, bien pour orienter notre façon de penser. Nous sommes des libres penseurs. Et vous voyez quand même, nous sommes là, dans la même équipe. Mais on peut raisonner différemment. On peut analyser différemment. On peut regarder les choses sous des angles différents. Mais nous avons quelque chose en commun, c'est que nous aimons profondément le Cameroun. Que nous allons toujours défendre les institutions. Et même sachant, ok, Coco vient de commencer. Alors, je vais vous inviter à aller sur le direct de Coco, Coco Lago. On s'y retrouve dans quelques instants. Calvin, je te laisse conclure. Alors, je vais juste dire aux personnes qui nous suivent depuis de faire très attention à ce qui se dit dans les médias. De toujours prendre ce que vous estimez être bon et de ne pas prendre ce que quand tu ne sens pas quelque chose, on ne le prend pas. Il faut écouter les gens. Il faut écouter les gens. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Vous nous connaissez déjà. Vous connaissez comment on fonctionne. Oui, un dernier tour de partage. Vous connaissez nos points de vue. Vous connaissez notre comment est-ce qu'on est. Comment est-ce qu'on est. Donc, comme moi, personnellement, je sais que vous êtes des hommes, des personnes intelligentes. C'est pour ça que je vais tout simplement, je vous recommande de grâce, ne vous laissez pas berner. Que la colère que vous pouvez avoir par rapport à ce qui se passe dans notre pays ne vous amène pas à vous radicaliser. Nous devons nous fâcher et notre colère, elle est légitime. Elle doit être légitime mais saine. Nous devons dénoncer dans le respect. Donc, je vous invite à aller sur Coco Lago. Parfait. Donc, merci infiniment, Calvin. On se retrouve chez Coco Lago. Allez-y directement chez elle, ça va être du lourd. Avec un invité spécial. Avec un invité très, très spécial. On se retrouve là-bas dans quelques instants. Donc, Cameroun d'abord. Ciao, ciao.